À tout juste, c'est le rendez-vous de la transition écologique et l'on va parler de cette transition énergétique avec trois structures présentes ici, représentées par plusieurs personnes que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Produire son énergie renouvelable localement, des solutions existent. En fait, c'est le titre de cette table ronde. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit donc Gérard Moine de SolarCop, Delphine Lorca de ER43 et Rémi Perrin de Rénovaction 42. Alors, on va discuter panneaux photovoltaïques, entre autres. On va discuter aussi de cette mise en place dans ces choix de consommer moins d'énergie, consommer sa propre énergie. On va essayer de comprendre aussi comment ça se passe, cette transition énergétique. Alors, Rémi Perrin, Rénovaction, vous souhaitiez commencer, parce que c'est la présentation générale. Très bien, bonjour à tous. Du coup, je représente Rénovaction 42, qui est un service public à l'intention des particuliers, de tous les particuliers ligériens, qui est gratuit et qui traite des économies d'énergie et de la performance énergétique. Globalement, Rénovaction 42, c'est un service qui a deux missions. La première mission est une mission d'information, c'est-à-dire que on va accompagner les particuliers qui ont des questions très générales sur la rénovation de leur logement, sur leur habitat. Donc ça peut être très varié, ça peut être niveau réglementaire, niveau technique, des mises en relation avec des artisans également. Et on a une deuxième mission qui est très importante, c'est lorsque des particuliers ont des projets de rénovation globale ou de rénovation dans leur logement. Et on va les accompagner, on va les prendre entre guillemets par la main pour essayer de monter un projet le plus pertinent possible sur des aspects très transverses. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est bien de faire, dans quel ordre, dans quel sens, avec qui. Donc ça. C'est un accompagnement très global. On va parler d'aide financière, on va parler de choisir les bons artisans, avoir une idée aussi des économies sur ces investissements, ce qu'on fait, parce que c'est aussi important, surtout en ce moment, essayer de réduire ses factures. Donc voilà, et on essaye de driver ces accompagnements en respectant une démarche que certains connaissent, qui est la démarche Négawatt, c'est-à-dire que l'objectif principal étant non pas de consommer, mais de réduire ces factures par le levier de la sobriété, par le levier de l'efficacité. Et une fois qu'on a travaillé sur ces deux leviers, on peut se poser la question avec l'action d'un troisième levier, qui est la production d'énergie renouvelable. Donc c'est la belle synergie qu'on a aujourd'hui avec les différents acteurs autour de la table. C'est ça, c'est une fois que j'ai fait ce travail-là d'efficacité et de sobriété, comment est-ce que je vais pouvoir remplacer ces kilowattheures qui restent par des kilowattheures plus verts, plus locaux, moins carbonés, etc. Donc voilà, c'est globalement la philosophie autour de cet accompagnement, avec on focus la réduction des factures aussi principalement. Alors on reviendra un peu sur cet accompagnement durant cette table ronde, mais continuons ce tour de présentation avec les développeurs d'énergie locale, c'est ERE43. Delphine Lorca, qu'est-ce que c'est ? Alors, ERE43, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On est un opérateur énergétique de territoire. Donc, on produit de l'énergie sur notre territoire, localement. On a deux activités principales. La production de chaleur avec des petits réseaux de chaleur à base de bois déchiqueté. Et on est propriétaire de nos équipements et de nos chaufferies et on approvisionne en plaquettes bois et on gère la filière bois. On essaie d'avoir une gestion raisonnée de la filière bois justement pour produire notre propre plaquette. Donc on a ce volet-là vente et production de chaleur, et on a aussi le fait de produire de l'énergie photovoltaïque sur le territoire par des projets en location de toiture. On va proposer aux personnes qui souhaitent participer au projet de louer leur toit et on leur verse en contrepartie un loyer avec différentes puissances. Et là, on a une trentaine d'installations qui fonctionnent et on a une vingtaine d'installations sur des toits de particuliers, donc des petites toitures. Et on est passé à l'échelle au-dessus. On regarde maintenant plutôt les grandes toitures, avec des centrales de 100 kg. Et on a des projets d'autoconsommation collective qui sont en développement. Bon, on parlera de tout ça dans la suite, mais continuons cette présentation avec cette fois-ci SolarCop pour bien connaître nos différents intervenants et donc Gérard Moine.
Oui, bonjour à tous. Donc Solarcoop, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative d'intérêt collectif qui a été créée il y a 2 ans. Et pourquoi alors Solarcoop? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, disons, de particuliers qui souhaitaient faire du photovoltaïque, mais qui étaient démarchés par des différentes sociétés, et malheureusement pas toujours vertueuses, des sociétés qui ont plutôt pour objectif d'arnaquer des clients plutôt que vraiment de les accompagner dans la transition énergétique. Et nous on a dit, si ça continue comme ça, les gens vont être dégoûtés du solaire, c'est vraiment dommage, parce que le solaire a tout à fait son rôle. Donc c'est pour ça qu'on a créé une activité donc, de Solarcoop, dans le cas coopératif, donc vraiment dans le but d'accompagner les particuliers de manière la plus honnête possible. Alors, quelles sont les activités de Solarcoop? Il y en a en fait 2 essentiellement. D'abord, c'est l'accompagnement des particuliers dans des projets plus importants, on va dire de 3 à 9 kW crête, c'est-à-dire des projets d'installation photovoltaïque en toiture. L'idée, c'est donc de produire sa propre énergie localement, et de plus en plus maintenant, les gens souhaitent l'autoconsommer, c'est-à-dire consommer d'abord l'énergie produite en journée, et s'il y a de l'excédent, cet excédent peut être vendu sur le réseau électrique à des tarifs qui sont déterminés, je dirais, réglementairement parlant. Donc cet accompagnement, on le fait gratuitement auprès des particuliers par des études, je dirais directement, les particuliers qui nous contactent, ils nous donnent, je dirais, les caractéristiques de leur habitation, leur consommation mois par mois, et nous, on est en mesure, dans le cadre de l'étude, de proposer des générateurs photovoltaïques qui va compenser cette consommation électrique, et on va pouvoir faire un calcul de retour sur investissement à partir des données qu'on aura récupérées. Cette étude est gratuite. Une fois que le particulier qui dispose de cette étude, qui souhaite aller plus loin, c'est-à-dire passer en phase réalisation, dans ce cas-là, on le met en rapport avec un installateur local qui fait partie du réseau Solarcoop, qu'on a sélectionné selon différents critères bien sûr de compétences, de référence, d'assurance, de qualité du matériel et de niveau de prix raisonnable. Donc dans ces cas-là, l'installateur vient sur place chez le particulier, et c'est l'installateur qui va regarder les aspects vraiment pratiques de mise en œuvre, et qui va faire un devis pour le particulier qui lui pourra le signer directement. Et voilà, je dirais comment ça se passe. Et Solarcoop, lui, est rémunéré, pour que les choses soient claires en toute transparence, par une petite commission que l'installateur reverse, je dirais, pour les frais d'études réalisés en amont. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc ça, ce sont, je dirais, ce qu'on appelle la phase d'accompagnement, donc des projets qui peuvent aller entre 8 000 et 20 000 euros d'investissement selon la taille du générateur. Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ce budget. Donc on propose une autre solution. C'est des gens qui ont soit n'ont pas une surface de toit suffisante, soit ils n'ont pas le budget. On propose des kits photovoltaïques, donc de taille, de puissance beaucoup plus faible, de 1, 2 ou 4 panneaux, qui permet, disons, d'être installé directement par le particulier, dans ce qu'on appelle l'installation à faire soi-même. Et donc ce kit peut se brancher très facilement sur le réseau électrique de l'habitation par via d'une prise électrique. Et donc ça permet, avec ce kit, de compenser ce qu'on appelle le bruit de fond électrique, qui correspond à la consommation des appareils en journée. Typiquement, c'est la VMC, c'est le frigo, c'est le congélateur, c'est le box internet. Bref, tous les appareils qui consomment, je dirais, en base. Et tout ce que fournit le solaire, eh bien, ne viendra pas du réseau, donc économie d'électricité. Voilà, donc ça, c'est des investissements beaucoup plus faibles, puisque entre 700 euros et 2000 euros, on peut avoir un kit selon la puissance, je dirais, envisagée. Alors le cadre est posé. Un autre cadre, que dit la loi sur l'autoproduction d'énergie? Est-ce qu'on a le droit de tout faire? Est-ce qu'on est quand même limité? Voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors on n'est pas du tout limité pour produire sa propre énergie. Vous n'avez pas de limitation de puissance. Néanmoins, je dirais, il y a des conditions d'achat d'électricité sur le réseau
qui sont déterminés à partir d'un certain tarif, à partir de certains seuils de puissance. Donc il n'y a pas de limitation, disons, réglementaire. Par contre, les kits à installer soi-même, on peut aller jusqu'à 3 kW sans problème. Et au-delà, après, il y a un certain nombre de déclarations à faire au niveau d'Enedis. Même dans tous les cas, il faut prévenir Enedis d'une installation photovoltaïque. Mais les démarches sont un petit peu plus complexes, disons, s'il y a des installations plus importantes. Après, quand c'est des installateurs, je dirais, qui posent le photovoltaïque, les installateurs sont à même justement d'accompagner les particuliers pour les démarches administratives, que ce soit au niveau d'Enedis ou au niveau de la mairie, puisque chaque fois qu'il y a des photovoltaïques implantés sur bâtiment, on doit faire ce qu'on appelle une demande préalable en mairie, qui généralement ne pose pas de difficulté, sauf si on est dans un périmètre, ce qu'on appelle classé. Là, il peut y avoir effectivement quelques restrictions suggérées par les architectes des bâtiments de France. Alors, qui sont ces gens qui font appel à vous pour ERE 43? On a une démarche qui est quand même collective. Comment on met en relation en fait toutes ces personnes qui vont aussi investir autour de vous? Alors c'est tout l'intérêt de la SIC en fait, de la Société coopérative d'intérêt collectif, c'est que les bénéficiaires, soit des réseaux de chaleur, soit ceux qui vont participer à l'action de production photovoltaïque, l'objectif c'est qu'ils soient sociétaires et qu'ils s'investissent à la fois au niveau de la réflexion sur les projets, mais aussi sur le fait de fixer des tarifs pour la production d'énergie, par exemple, pour les réseaux de chaleur bois. À partir du moment où on devient sociétaire, on est impliqué dans la vie de la structure, on connaît les résultats et on est conscient de comment fonctionne la structure. Et on peut avoir des vraies discussions autour justement des tarifs et du montage de projets, des équilibres économiques, voilà. Et pour les réseaux de chaleur, on est plutôt sur les collectivités commencent à nous solliciter, donc les petites communes avec du coup des bâtiments communaux qui sont alimentés en chaleur bois et les particuliers qui se rattachent au réseau de chaleur. Et à qui on va vendre la chaleur et on assure le service de fournir de la chaleur et on fonctionne en délégation de service public sur ce genre de projet-là, mais ça peut être aussi des maisons de retraite, des piscines qu'on va alimenter en chaleur. Et sur le photovoltaïque, donc là jusqu'à présent c'était des projets plutôt simples. Chaque propriétaire de toit devenait sociétaire d'R43 et on reversait un loyer en fonction de la production énergétique. Là on est en train d'ouvrir ce type de projet sur de l'autoconsommation collective. Donc c'est-à-dire qu'on a un point de production, un ou plusieurs points de production d'énergie photovoltaïque dans un certain périmètre délimité. Il y a un cadre légal entre 2 et 20 km en fonction des zones urbaines et zones rurales. Et il peut y avoir plusieurs consommateurs dans ce périmètre qui se rattachent à l'opération de production. Okay. Et la production de la centrale va venir se déduire de la facture d'électricité des consommateurs. Donc c'est en aucun cas une autonomie pour les consommateurs. Il y a bien les temps de production qui collent avec les temps de consommation des différents consommateurs. Et il faut garder quand même son abonnement auprès de son fournisseur d'énergie. On l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais voilà, on est rarement autonome avec le photovoltaïque. Okay. Et voilà, ceux qui vous promettent l'autonomie, on n'est pas du tout. Il faut se méfier, quoi. Voilà, c'est des projets qui sont un peu complexes administrativement, on va dire, mais physiquement rien d'insurmontable. Alors il y a quand même un détail qui est important, c'est que lorsqu'on parle de production d'énergie chez soi, on parle souvent de maisons individuelles et l'habitat collectif, malheureusement, peut être un peu éloigné, et notamment en zone urbaine. Ici, est-ce que des solutions existent d'accompagnement, de copropriété, par exemple? Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des exemples concrets d'installation sur une copropriété en centre-ville? Alors, j'ai pas d'exemple. Si, je pense à un exemple concret, mais pour vous répondre, les opérations d'autoconsommation collective répondent tout à fait à ce type de besoin, en fait.
sur un immeuble où on a donc différents propriétaires. Les propriétaires peuvent se rassembler, décider d'installer une centrale photovoltaïque en toiture et monter ce type d'opération d'autoconsommation collective avec une personne morale organisatrice, ça s'appelle. Donc c'est quelqu'un qui va gérer en fait toute l'action. Et ça peut être soit un tiers investisseur qui va venir investir dans la centrale, soit les propriétaires, soit la copro ou le syndic de copropriété qui peut financer l'action et gérer après cette répartition de la production de la centrale photovoltaïque. Et il y a des communes qui commencent à le regarder, qui font des études sur leurs bâtiments communaux. Dans un premier temps, c'est plus simple pour les communes de venir alimenter que leurs bâtiments communaux. Parce qu'il n'y a pas tout un jeu de refacturation qui va se faire derrière. On est tous sur un même consommateur et une seule facture. Donc c'est plus simple. Après, dans le temps, ça peut s'ouvrir aux citoyens, aux artisans qui sont implantés sur la commune. Et les communes le regardent de plus en plus. On fait de plus en plus d'études sur le potentiel photovoltaïque des toits communaux, mise en parallèle avec les consommations. Ça bouge. Alors, aujourd'hui, et on parlait à la préparation de cette table ronde, on parlait de grands bâtiments qui sont construits récemment à Saint-Étienne, là du côté de l'autoroute un peu plus loin, cette grande surface commerciale. Et la discussion, c'est qu'ils ont eu une toiture gigantesque et pas un panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, est-ce que quand on s'installe, on a une obligation, selon sa surface, pour un privé, une entreprise, d'installer ces panneaux-là? Est-ce que la loi peut obliger aussi à faire ça? Alors, pour la cible des particuliers, il n'y a pas forcément de loi qui impose l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'autres systèmes de production d'ENR, mais c'est des systèmes sur des constructions neuves qui peuvent permettre d'atteindre la performance énergétique exigée par les nouvelles réglementations. Donc voilà, c'est en aucun cas obligatoire. Mais comme vous l'avez dit, enfin, c'est des choses qui s'anticipent, c'est des choses qui se préparent. Hein. Sur du bâtiment neuf, c'est un peu plus simple, mais voilà, prévoir les réservations, essayer de définir simplement où est-ce qu'on va installer la future installation. Hein. Quand on parle de solaire, on va privilégier des toitures bien orientées, hein, forcément. Pour ce qui est des autres bâtiments sur une autre cible, hein, des cibles des entreprises et des industries, c'est différent. On a des contraintes réglementaires sur certains types de bâtiments et certaines surfaces qui vont obliger les futurs acquéreurs, enfin les futurs propriétaires de ces bâtiments à s'équiper de systèmes soit de production d'énergie renouvelable, soit des systèmes qui vont permettre d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, et dans ces cas-là, ça va être de la toiture végétalisée. Voilà. Donc, c'est des réglementations qui sont en cours, qui concernent un certain type de bâtiments, qui vont se durcir, mais il faut savoir que, en toute rigueur, sur le territoire national, tout bâtiment qui est soumis à ces règles doit, entre guillemets, se mettre en règle et fournir les solutions qu'on lui impose avec, c'est très clair, ce texte est fait pour développer en partie aussi l'installation de production photovoltaïque en toiture de bâtiment, avec cet intérêt que voilà, on va déjà utiliser une surface pour une activité spécifique. Si on peut aussi utiliser la toiture de ce bâtiment sans prendre en plus de surface, ni créer de problèmes d'imperméabilisation, ce genre de choses, ou changer la vocation d'un foncier, pourquoi pas en profiter et faire, entre guillemets, d'une pierre deux coups. Dans vos activités respectives, ça évolue comment, et puis la réflexion d'un particulier jusqu'à la mise en place, ça dure combien de temps en durée? Est-ce qu'on fait ça très rapidement, ou est-ce que il faut quand même, vous l'avez évoqué, hein, le fait d'étudier chaque cas, combien de temps on met pour s'équiper en panneaux photovoltaïques ou tout autre production d'énergie? Alors pour revenir pour le cas des particuliers, ça peut être assez rapide. Il faut savoir, pour des installations photovoltaïques en toiture faites par des installateurs, entre, je dirais, le temps d'étude, le temps de la visite de l'installateur, plus la définition du système et le délai de pause, il faut compter en gros 6 mois, moins de 6 mois, ça peut être fait. Évidemment, quand c'est un kit, ça peut être fait beaucoup plus rapidement, parce que
entre 4 et 6 semaines, je dirais, le kit est livré chez le particulier et il peut être opérationnel aussitôt parce que c'est très simple à mettre en place, aussi bien sur les aspects techniques qu'administratifs, quoi. Alors, si l'on parle aussi d'un point de vue économique, le retour sur investissement est calculé sur quelle durée ? Alors, pour des installations photovoltaïques posées en toiture avec des installateurs, on a vu que les investissements, c'était entre 8 000 et, disons, et 20 000 euros, selon la surface et la puissance. Et donc, le temps de retour sur investissement est calculé en fonction, disons, de chaque cas, parce que il n'y a pas de temps de retour à l'investissement le même pour tout le monde, parce que c'est fonction du profil de consommation. Mais typiquement, pour des installations en toiture posées par des professionnels, il faut compter entre 10-12 ans, je dirais, c'est l'ordre de grandeur. Par contre, pour ce qui concerne des kits, la mesure de l'investissement est moins élevé, et même si on produit moins, le temps de retour sur investissement, il est autour de 7 ou 8 ans. Il faut savoir que plus les prix de l'électricité vont monter, plus le temps de retour sur investissement sera faible. Donc, on sait très bien que les prix de l'électricité ne vont pas stagner. Ils sont freinés avec ce qu'on appelle les boucliers tarifaires. Le meilleur moyen de limiter l'augmentation du prix de l'électricité, c'est ce qu'on appelle le bouclier solaire, c'est-à-dire utiliser le solaire. Et lui, le soleil n'envoie pas de facture, donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Alors, effectivement, avant peut-être l'installation de ces panneaux, il y a cette réflexion autour de l'isolation de son habitat. En fait, consommer moins, c'est aussi perdre moins d'énergie. Ici, c'est Rénovaction. Sur une rénovation en habitat collectif, par exemple, est-ce qu'il y a des solutions qui est proposées ? Parce que effectivement, ces habitats collectifs, souvent, sont source de perte d'énergie. Alors oui, pour les bâtiments collectifs, il y a aussi des solutions. On a aussi à Rénovaction et plus globalement à l'agence locale de l'énergie et du climat de la Loire, qui est la LEC 42, qui entre guillemets propose Rénovaction 42. On a des personnes qui accompagnent ce genre de cible, et il y a également des solutions plus ou moins faciles à mettre en place de cet aspect en fait collectif, avec plusieurs propriétaires, comme on l'a vu aussi avec R43. C'est des choses un petit peu qui complexifient les projets. Rien d'impossible, mais il y a des choses à faire. De la même manière qu'un habitat, un habitat individuel, il y a des choses à faire. Après voilà, je prends ma casquette vraiment de performance énergétique. On parle beaucoup de photovoltaïque. Il y a aussi d'autres systèmes de production d'énergie renouvelable. On peut produire de l'eau chaude solaire avec des panneaux solaires. On peut aussi produire de la chaleur avec de la biomasse. On en a parlé aussi un petit peu avec R43. Donc il y a différentes solutions qui, en fonction des projets, vont être plus ou moins pertinentes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure des énergies, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc le schéma idéal par exemple d'un développement d'un projet photovoltaïque ou autre, c'est se poser vraiment la question, est-ce que j'ai fait le travail nécessaire en termes de sobriété ? Donc exemple de sobriété, l'isolation d'une maison, on va réduire ses factures de manière mécanique avec de l'isolation. Ensuite, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait en termes d'efficacité ? L'efficacité, on va toucher plus au matériel. Est-ce que mon système de chauffage est assez performant ? Est-ce que je le régule bien ? Ah tiens, j'ai pas de thermostat, c'est sûr que c'est difficile de gérer et de faire des économies de cette manière. Et une fois qu'on a travaillé sur ces deux axes, qu'on a entre guillemets une facture très réduite, c'est là où on va se dire, ok, c'est vraiment le moment de se poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir encore plus réduire cette facture ? Et pourquoi pas avec des solutions locales et des solutions renouvelables. Voilà. Après, je pense que Monsieur Moine ira dans mon sens. Chaque cas est unique et on se doit de se demander et d'appliquer une solution qui correspond au projet. C'est pour ça que sur le territoire ligérien et même au-delà, on a des gens, on a Rénovaction 42, vous avez SolarCop aussi. C'est des gens qui sont là pour vous aider, qui sont là pour répondre à vos questions. Je parle pour ma part pour Rénovaction 42. Nous n'avons rien à vendre. Notre intérêt, c'est le vôtre. On est là pour vous conseiller. On est là pour vous accompagner. Vous oriente aussi vers les bons artisans, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, gardez à l'esprit que chaque projet est propre à lui-même et c'est compliqué de faire des copier-coller et qu'il faut vraiment se poser des questions. Dans certains cas, ça serait évident qu'il faut faire du photovoltaïque. Dans d'autres, du photovoltaïque en première, on va dire tout de suite. Dans d'autres cas, non. Donc voilà, prenez bien le temps de vous poser, de discuter autour de vous.
de faire plusieurs devis, hein, c'est souvent ce qu'on répète, et surtout de vous faire accompagner et de partager avec des spécialistes de ces différents sujets. Chaque cas est unique, mais ERE 43 amène un projet collectif, en fait. Et cet effet boule de neige, est-ce que vous le constatez sur l'adhésion finalement au projet dans les territoires sur lesquels vous êtes installés? Oui. Effectivement, on sent un changement de mentalité important depuis 3-4 ans là. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe, donc on est basé à Ys-Saint-Jean en Haute-Loire. Les réseaux de chaleur, ça a été assez compliqué à faire accepter. On connaissait les gros réseaux de chaleur, donc à l'échelle de Saint-Étienne par exemple, il y a un réseau de chaleur très important, mais qui est géré par un opérateur, les gros opérateurs. Nous, sur notre territoire de Haute-Loire, ça a été assez compliqué de faire accepter les réseaux de chaleur, et c'est pas par exemple les collectivités qui nous ont suivis en premier, il y a 20 ans. Par contre là, il y a un vrai changement de mentalité et une réflexion sur comment produire notre énergie différemment. Quelles sources d'énergie on choisit pour se chauffer, pour faire des économies d'énergie aussi, parce que c'est aussi beaucoup quand on touche au portefeuille on essaye de faire des économies parce que c'est compliqué. Donc il y a un cumul, il y a une prise de conscience environnementale et aussi économique. Et on voit que les gens ont envie de s'investir, de faire des choses, et pour ceux qui peuvent pas le faire directement seuls, pour les particuliers, la SIC est le bon endroit. On peut mutualiser des actions, on peut faire ça en commun et être conseillé et accompagné. Alors, dans les projets de construction, par exemple, nouvelles, est-ce que vous travaillez avec des constructeurs, architectes, etc. Est-ce qu'il y a un réseau aussi qui pousse à une réflexion à la base d'une construction? On en a parlé pour les entreprises et la surface au niveau des toits, mais est-ce que des habitats passifs, est-ce que là aussi vous intervenez et vous avez un réseau dans la construction? Alors oui, enfin il y a vraiment pas de, on suit tout, enfin pour chez Rénovaction 42, on accompagne globalement tout type de rénovation sans aucune discrimination, et on crée forcément aussi des réseaux dans le sens où on a quelqu'un chez nous qui s'occupe de recenser les installateurs sur différents corps de métier pour permettre aux particuliers ligériens de faire mouche, excusez-moi du terme, mais le plus rapidement possible, en ayant un choix d'artisans qualifiés, parce qu'on veille beaucoup à ça, le suivi des qualifications, dans la bonne tenue, aussi les bonnes formations, pour accompagner correctement sur toutes les thématiques. Donc on va avoir, entre guillemets, oui, ce travail régulier avec des professionnels, beaucoup d'artisans, dans le tissu ligérien on a quand même beaucoup d'artisans, ça pour le particulier. Et pour les professionnels, oui, il y a aussi, je rejoins ce que dit R43, il y a un changement de mentalité qui est aussi un petit peu, des fois, imposé. Les constructeurs, les architectes sont obligés de s'adapter, d'adapter leur projet pour pouvoir intégrer immédiatement ou à l'avenir, à moindre coût, des solutions de production d'énergie renouvelable, quelles qu'elles soient. Donc il y a vraiment ce changement de mentalité et qui nous est un peu imposé certaines fois, qui fait que oui, ça bouge beaucoup dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le secteur de l'architecture et de la construction en général. Alors, on peut venir vous voir ici sur le salon encore durant cette fin de journée. On profite aussi de la présence de public et de votre présence autour de cette table. Si vous avez des questions autour de ce qu'on vient de dire, des demandes de renseignements ou peut-être même des témoignages, si vous le souhaitez, un micro peut vous faire passer par Lionel. Est-ce que vous souhaitez poser des questions ? Eh ben voilà, monsieur, le micro arrive. Et puis, nos interlocuteurs sont là pour vous répondre. Bonjour, du coup, vous alliez parler rapidement que le photovoltaïque en autoconsommation totale était un peu une chimère. Mais étant un petit consommateur, parce qu'on peut, en faisant des économies, en étant sobre en énergie,
Je voulais savoir quel était votre avis quand même sur cette partie-là pour des gens qui produisent, qui ont un besoin inférieur à 3000 kWh par an, à peu près. Sachant que 3000, c'est vrai que maintenant, c'est quasiment la seule quantité d'énergie qui est utilisée pour l'électroménager et compagnie et toute la sauce de batterie qu'on a pour l'utiliser à la maison. Mais quand on a de faibles besoins, on s'en sort. Moi, par exemple, je suis à 2002 à l'année. Et là, je commence sérieusement à me dire que financièrement, au prix du kilowattheure, j'ai tout intérêt à sortir du réseau. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Bien. Donc, effectivement, le fait d'être un faible consommateur d'électricité, c'est déjà une bonne chose, hein, au moins pour tout ce qu'on appelle les besoins spécifiques de base. Donc, effectivement, entre 2000 et 3000 kWh, c'est ce qu'on peut atteindre facilement si on ne chauffe pas d'eau, disons l'électricité, s'il n'y a pas de chauffage électrique ni de pompe à chaleur. Hein. Donc après, pour subvenir à cette production, cette consommation, on peut soit mettre effectivement du photovoltaïque, et là on peut regarder plusieurs cas de figure, soit vous avez une puissance suffisante, vous allez autoconsommer une partie, mais l'excédent, vous pourrez revendre l'électricité au réseau à 13,3 centimes d'euros du kilowattheure. Donc après, c'est un calcul économique. Soit vous réduisez votre, taille d'installation photovoltaïque, si vous ne souhaitez pas revendre, pour avoir le taux d'autoconsommation maximum. Maintenant, arriver dans l'esprit de dire, je vais être complètement autonome et pouvoir déconnecter du réseau, ça, c'est déjà plus délicat parce que ça veut dire qu'il faut un système de stockage d'énergie électrique. Donc, et en plus, si vous voulez couper du réseau électrique, il faut que votre installation puisse fonctionner été comme hiver, quel que soit l'ensoleillement. Or, ce qui veut dire qu'en hiver, c'est là où il y a le moins de soleil et que vous avez une consommation qui n'est pas négligeable. Donc, il faut un parc batterie suffisant pour pouvoir vous garantir une production, d'électricité et assurer le service. Et ça, économiquement, c'est pas forcément justifié. C'est pour ça qu'on le fait dans des habitats qui sont complètement isolés, que ce soit les refuges de montagne, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le réseau, donc on fait des systèmes autonomes. Mais actuellement, c'est pas économiquement justifié d'avoir des systèmes indépendants du réseau. Alors, il y a l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle des systèmes hybrides, c'est-à-dire que on garde malgré tout le réseau, mais pour le moins le solliciter, on peut très bien mettre des batteries pour augmenter le taux d'autoconsommation, à savoir, on va charger en journée, on va alimenter en journée d'abord les appareils qui consomment. S'il y a de l'excédent, on va recharger des batteries, et le soir, c'est les batteries qui vont fournir de l'énergie pour éviter de tirer sur le réseau. Donc, techniquement, ça marche très bien. Simplement, économiquement, pour le moment, c'est pas encore, la solution, parce que ça reste très coûteux, compte tenu du prix du kilowattheure actuel et puis le coût des batteries. Une solution qui est peut-être à regarder pour l'avenir, c'est utiliser les véhicules électriques qui vont sortir. Par exemple, l'an prochain, la R5 électrique sortie par Renault aura un système de conversion d'énergie dans les deux sens. C'est-à-dire vous pourrez charger votre véhicule en journée, par exemple avec le solaire, et ensuite le véhicule électrique pourra alimenter le réseau ou votre maison. Et ça, c'est pas idiot parce qu'avec un seul parc batterie qui sert à la fois pour la mobilité, il pourra servir pour la maison. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir un seul parc batterie. Donc vous pourrez augmenter le taux d'autoconsommation sans faire un surinvestissement de batteries supplémentaires. Donc voilà, il y a des pistes qui sont intéressantes, pour aller dans le sens de l'autoconsommation plus importante. Alors, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si l'on parle effectivement, la durée de vie de ces installations, parce que c'est peut-être important. Alors, la durée de vie des installations, il faut compter une bonne trentaine d'années, voire plus. Moi, à titre d'exemple, j'ai une installation photovoltaïque à mon domicile j'ai installée en 1994. C'était la première installation raccord des réseaux en France.
Et donc, elle fonctionne toujours. Je dirais, les panneaux solaires, ils avaient fait contrôler au bout de 20 ans, ils avaient baissé de 14% de leur puissance. Hein. Donc, voilà, je dirais. Donc, il y a une baisse au niveau puissance, mais on peut partir facilement sur une trentaine d'années, au moins durée de vie. Puis après, ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir éventuellement remplacer des panneaux par de nouveaux panneaux plus performants. Voilà, si, on va dire pour se mettre au goût du jour. Mais en termes de durée de vie, on peut partir sur une trentaine d'années sans problème. Alors, produire son énergie renouvelable localement, des solutions existent. J'espère qu'on a apporté un certain nombre de renseignements autour de cette question-là. Merci d'avoir participé à cette table ronde et cette discussion sur ce rendez-vous de la transition écologique qui t'a tout juste. Merci. 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 Merci.